Bonjour les gars et les filles. Aujourd'hui c'est le 16 mars 2020 et cette année funeste caractérisée par cette peste. Dans d'autres périodes historiques on l'aurait appelé peste, d'accord, du coronavirus, du Covid-19, d'accord. C'est le premier lundi de ce congé forcé. Ici je vous présente tout d'abord mes jeunes amis. Okay. On commence par le jeune qui est Oscar. Oscar, lève ta main. Oui, Oscar a 7 ans, il vient d'avoir 7 ans. Puis il y a Peter Kai, qui a, Oscar, qui a 10 ans et demi, d'accord. Ils sont nos voisins. Et puis il y a Santiago. Santiago, peut-être quelqu'un d'entre vous le connaît déjà. Hein, parce que ceux qui sont venus avec moi en Italie connaissent déjà Santiago qui est mon fils. On a travaillé jusqu'à maintenant, on a fait un peu de devoirs. Et maintenant, je commence le premier cours en vidéo qui va être pour le secondaire 2 et qui est ceci. Hein, vous connaissez ma façon de faire, le schéma impérialisme 3. Hein, il y a un foyer, 3 foyers l'ont déjà fait, un foyer ne l'a pas fait encore. Nouveau colonialisme du 19e siècle. Et les mots-clés, ce sont l'époque victorienne, liberté des colonies en Amérique, nouveau colonialisme, sous 3 mots-clés, colonie, protectorat, sphère d'influence. On terminera avec exploration, justification, économie. D'accord? Là, vous pouvez arrêter la vidéo pour transcrire les mots-clés. Je vous demande d'écrire ceci dans votre cahier de notes, de le mettre au propre, dans votre cahier de notes, comme on fait d'habitude. Si vous avez votre cahier de notes qui reste à l'école, bon, prenez un nouveau cahier Canada et commencez à partir de ce cours-ci. D'accord? Puis un autre retour à l'école. Ce qu'on fera, ça sera de... Je vais évaluer de quelque façon. Je ne sais pas encore de quelque façon. Mais une chose est sûre, on n'est pas en vacances. On est à l'école pour une situation vraiment extraordinaire. On n'est pas à l'école pour une situation vraiment extraordinaire. On est à la maison. Et on doit faire notre possible pour ne pas perdre du temps, pour ne pas gaspiller notre temps. C'est pour ça que je vous enverrai plus ou moins une fois par semaine, un cours de notre programme. Le cours se déroulera en classe, mot-clé par mot-clé. Et bon, il n'y aura pas de période de questions, évidemment. Vous avez l'avantage que vous pouvez arrêter la vidéo à chaque fois que vous voulez, réécouter. D'accord, que vous prenez des notes, comme je vous conseille toujours sur une feuille brouillon, vous allez les remettre au propre, vous allez les réviser plus tard. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas votre cahier de notes car il est resté à l'école, prenez un nouveau cahier Canada. Alors, impérialisme 3, le nouveau colonialisme au 19e siècle. Nous avons déjà parlé du colonialisme. C'était au siècle XVI-XVII, l'Europe colonisait l'Amérique. Au XIXe siècle, par contre, comme nous l'avons déjà dit, les peuples de l'Amérique du Sud, de l'Amérique espagnole, de toute l'Amérique, proclament leur indépendance, obtiennent leur indépendance. Maintenant, au XIXe siècle, à être colonisé, c'est surtout l'Afrique. Et aussi certains comptoirs à un niveau différent aussi en Asie. Premier mot-clé de cette colonisation. L'époque victorienne. L'époque victorienne se réfère au règne de la reine Victoria, qui était très long. Elle est devenue reine à l'âge de 18 ans, en 1837, et elle a vécu jusqu'à 1901. Donc, bon, 64 ans de règne. C'était le règne plus long, mais son record a été battu par la reine actuelle, Elisabeth II, en 2015.
C'est devenu le règne plus long en Angleterre. Ok, une petite question, puis je vous laisserai une minute pour y penser, pour écrire la réponse, d'accord. Quelles sont les traces que nous avons à Montréal de la reine Victoria? N'oubliez pas que le Canada, c'était une colonie britannique, donc elle était la reine du Canada aussi. Quelles sont les traces? Je vous laisse penser. Vous les avez trouvées? Alors, certains d'entre vous ont pensé au pont Victoria. Effectivement, le pont Victoria est le plus ancien pont de Montréal qui relie l'île de Montréal avec la rive sud. Il est tout fait en fer, il est toujours fonctionnel, pas comme le pont Champlain qui, après moins de 60 ans, on a dû le refaire complètement. C'est un pont qui a été construit à l'époque de la reine Victoria, au 19e siècle. D'autres auront pensé à la Square Victoria. C'est une place qui se trouve au centre-ville, avec la statue même de la reine Victoria, et la station de métro porte le même nom. De plus, d'autres auront pensé à l'hôpital Royal Victoria, qui se trouvait sur l'avenue des Pins, et maintenant se trouve dans un nouveau pavillon qui est à côté du Children. D'autres ont pensé à la rue Victoria, au paradoxe de la rue Victoria. La rue Victoria commence à Westmount, qui était le quartier de la bourgeoisie anglophone, et encore aujourd'hui, d'accord, mais puis ça continue plus vers le nord, et il se trouve à traverser le quartier des gens qui viennent de l'Asie, des gens qui viennent des Philippines, des gens qui viennent du continent indien, des juifs, mais les juifs un peu plus pauvres de notre ville, donc la rue Victoria. D'autres peut-être, ça veut dire quelque chose sur le style victorien. Surtout dans l'ouest de notre ville, il y a beaucoup de maisons qui ont un style victorien. Faites une petite recherche là-dessus, vous allez voir combien de rues dans vos quartiers sont construites selon le style victorien. Donc dans notre ville aussi, les traces laissées par la rue Victoria, par la reine Victoria, sont très présentes. Or, l'époque victorienne, donc l'époque du règne de la reine Victoria, marque l'apogée de l'hégémonie britannique. C'est-à-dire le moment le plus fort pour l'Angleterre, où la Grande-Bretagne dominait le monde, était vraiment la première puissance au monde. Cette époque est caractérisée aussi par un très grand développement du chemin de fer. C'est l'époque que l'Europe, l'Amérique du Nord et les autres pays se couvrent des rails avec ce nouveau moyen de transport très rapide qui est le chemin de fer. Non? Et c'est à cette époque, au XIXe siècle, qu'enfin, en Europe, il y a un réseau de transport qui est plus rapide et plus efficace de celui-là que les Romains avaient édifié dans l'Antiquité. Regardez combien de siècles ont dû attendre pour battre les Romains. La livre sterling, qui est la monnaie britannique jusqu'à nos jours, à l'époque victorienne, est la monnaie internationale. Tous les échanges entre nations, on compare toujours la valeur des marchandises à livre sterling. Ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, en dollars des États-Unis. Les Britanniques arrivent à leur niveau de vie le plus haut. Ils sont vraiment, ils s'enrichissent. Et leur hégémonie n'est pas seulement coloniale, commerciale, économique, mais c'est militaire. Mais ils ont aussi une grande influence d'un point de vue culturel. Le modèle qui se propose, par exemple, que les Britanniques imposent par leur puissance culturelle aux autres nations, c'est le modèle du gentleman, le gentilhomme, qui est quelqu'un de sportif, qui a une bonne culture humaniste, connaît les classiques par exemple, connaît les anciens philosophes, la littérature grecque, connaît le grec, connaît le latin. Quelqu'un qui est extrêmement rationnel et qui en même temps domine les passions, il est imperturbable.
La question que je vous pose, quel est un personnage très connu de la littérature britannique du 19e siècle qui représente exactement ces caractéristiques? Bon, vous pouvez arrêter la vidéo. La réponse c'est Sherlock Holmes, qui, surtout dans les cours d'anglais, beaucoup d'entre vous ont connu par la lecture. La démocratie britannique, et nous savons que nos systèmes de démocratie parlementaire ont eu leur origine historique en Grande-Bretagne, la démocratie britannique se consolide de plus en plus avec l'alternance au pouvoir de deux partis politiques. Ce sont les Liberals et les Tories, c'est-à-dire les libéraux et les conservateurs. Ce n'est pas pour rien qu'au Canada, les deux partis principaux à notre Parlement, ce sont les libéraux et les conservateurs. Et n'oublions jamais que notre Parlement canadien s'est constitué sur le modèle du Parlement britannique. Cependant, en Angleterre, il n'y a plus de parti conservateur. Pardon, il n'y a plus de parti libéral. Il y a toujours le parti conservateur, il n'y a plus le parti libéral. En 1906, c'est un nouveau parti qui s'est affirmé, qui est devenu l'autre grand parti d'alternance au pouvoir, qui s'appelle The Labour Party, ou ceux qui en français on appelle les travaillistes, c'est-à-dire un parti d'une vague inspiration socialiste, une inspiration social-démocrate. Deuxième mot-clé, la liberté des colonies en Amérique. Les colonies espagnoles, françaises, britanniques, en Amérique, au XIXe siècle, deviennent indépendantes. Les premiers ont été les États-Unis, on le sait, 1776, 4 juillet, proclamation d'indépendance, grande fête pour notre voisin du Sud. Les autres colonies espagnoles deviennent aussi indépendantes. Ceux qui proclament l'indépendance, ce sont les créoles. Les créoles. Donc, comme vous savez, attention à ce mot-là, créole. Pour nous à Montréal, les créoles, ce sont les Haïtiens, c'est la langue des Haïtiens, les créoles. Cependant, dans d'autres pays d'origine espagnole, créole, en espagnol criollo, los criollos, ce sont les descendants des colons espagnols, donc les Blancs. Ceux qui ont obtenu l'indépendance, ceux qui ont lutté pour l'indépendance, n'étaient pas les Amérindiens, très peu les Métis, c'était vraiment les Blancs, ceux qui avaient le plus hérité de l'Europe les valeurs d'indépendance, d'autonomie et liberté. Et une autre chose qu'on peut dire sur ce mot-clé, c'est que malgré le fait qu'ils deviennent indépendants, la Colombie, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur, etc., tous ces pays-là, de plus en plus, ils vont tomber sous l'influence des États-Unis. Les États-Unis vont de plus en plus être présents dans le commerce, dans l'économie de ces pays, jusqu'à établir dans certains cas des monopoles, d'accord, que certains pays qui ont seulement de la relation commerciale avec les États-Unis. Et c'est tout, d'accord. Donc, troisième mot-clé, le nouveau colonialisme. Je mets la feuille en avant. Le nouveau colonialisme. Quand on a colonisé l'Amérique, il y avait une seule forme de colonialisme, la colonie. Le Mexique, le Pérou, étaient des colonies de l'Espagne. Le Mexique, la colonie, l'Espagne, la métropole. Le Canada, ou la Nouvelle-France, était la colonie, la France était la métropole. Par contre, au XIXe siècle, cette colonisation a des formes plus nuancées, d'accord, pas seulement par la colonie. Et ce sont les trois formes qui sont représentées par les sous-mots-clés. Les colonies, les protectorats et les sphères d'influence. Bon, les colonies. L'Ouganda, par exemple, était une colonie de la Grande-Bretagne.
Colonie, c'est facile. Ce sont des territoires administrés directement par l'autorité de la métropole. D'accord? On va dire, par exemple, en Ouganda, les Britanniques nomment un gouverneur, les gouverneurs nomment tous ces fonctionnaires, que normalement ce sont les Britanniques, et administrent avec la loi, l'administration de la justice, les pouvoirs exécutifs, législatifs, le développement économique, et tout fait dans les mains des Britanniques. C'est une colonie. Une forme moins stricte de colonisation est par contre le protectorat, le deuxième sous-mot-clé. Le protectorat, ça veut dire que le pays administré, d'accord, on va prendre l'Égypte, qui pendant longtemps était un protectorat britannique, a une certaine autonomie intérieure. Ils ont un parlement, ils ont un président, d'accord, des gens qui viennent de leur pays, mais toute la politique extérieure, toute la partie, la dimension militaire de ce pays-là est administrée par la métropole. Les Égyptiens n'avaient pas droit à un passeport. C'était les ambassades, les consulats britanniques qui octroyaient le passeport aux Égyptiens. En même temps, pour tous ceux qui étaient des traités de paix, déclarations de guerre, relations internationales, politique d'échanges commerciaux, tout ceci était administré par la métropole. À l'intérieur, quand même, le pays avait une certaine autonomie, une relative autonomie, parce que s'il arrivait au pouvoir un parti, un homme qui n'était pas aimé par la métropole, si à l'Égypte arrivait un président qui était contre les Britanniques étaient capables de renverser son pouvoir et mettre à la tête du pays, du protectorat, quelqu'un qui était plus favorable à la politique des Britanniques. Troisième aspect, les sphères d'influence. La sphère d'influence est surtout a été la méthode de domination d'impérialisme exercée surtout par les États-Unis. Nous savons que les États-Unis ne peuvent pas proclamer des colonies. Ça allait à l'encontre de leurs propres principes. N'oublions pas qu'ils avaient fait une révolution, une guerre pour obtenir l'indépendance, pour s'affranchir de leurs conditions de colonie. Alors aux autres, ils ne pouvaient pas devenir, faire des colonies à leur tour. Et alors que leur façon pour affirmer la suprématie sur d'autres pays s'appelle sphère d'influence. Avoir d'autres pays dans leur sphère d'influence. C'est le cas plus direct de Cuba, des Philippines, que les États-Unis ont obtenu en 1898 avec une guerre contre l'Espagne. Ces pays-là ont obtenu formellement une indépendance, mais toutes les relations commerciales, toutes les relations diplomatiques sont avec les États-Unis. Ces pays-là se trouvent isolés du reste du monde parce que tout s'est fait en échange avec les États-Unis. D'une façon moins directe, tous les pays de l'Amérique du Sud tombent sous la sphère d'influence des États-Unis. Surtout par les grandes compagnies commerciales, surtout par les commerces. L'exploration. Donc, nous avons parlé de la grande époque des explorations à la Renaissance. Nous avons parlé de Bartolomé Dias, Christophe Colomb, Ferdinand de Magellan, Vasco de Gama, Vespucci. C'était une grande époque d'exploration. Au XVe et XVIe siècle, les Européens ont découvert le reste du monde. Mais vous savez que toutes ces explorations-là de la Renaissance du XVIe et XVIIe siècle étaient des explorations par bateau. Donc, ça veut dire qu'on connaissait les contours des continents. On a découvert l'ampleur de l'Amérique, on a atteint l'Asie en allant vers l'ouest, etc. On a atteint l'Asie par Vasco de Gama en circumnaviguant l'Afrique.
mais l'intérieur du continent restait en grande partie encore inconnu. C'était très difficile d'entrer dans l'intérieur du continent. Dans un des cours précédents, nous avons vu comme la colonisation des États-Unis continue pendant tout le 19e siècle. Il y avait déjà les premières 13 États-Unis en 1776, mais puis tout au long du 18e et 19e siècle, les colons vont s'installer de plus en plus vers l'intérieur du continent. Et on a vu que cette colonisation faite des pionniers était une colonisation dangereuse, une colonisation difficile pour ceux qui s'avançaient à l'intérieur du continent. Or, si ceci est vrai pour l'Amérique, ceci est encore plus vrai pour l'Afrique. Entrer à l'intérieur du continent de l'Afrique était pratiquement impossible avant le 19e siècle, au moins pour les Blancs, pour les Européens. Nous savons que pendant le commerce triangulaire, au siècle XVI, XVII et XVIII, il y avait la traite des Noirs, que les bateaux des compagnies européennes allaient acheter des esclaves. Mais les Blancs ne capturaient pas les esclaves. Aux autres, ils allaient les acheter des marchands noirs qui leur vendaient d'autres noirs sur la côte. Et ces marchands noirs, à un moment donné, n'ont plus d'esclaves. Et aux autres, les noirs, les marchands noirs sont devenus des chasseurs d'esclaves à l'intérieur du continent. Ils allaient dans les villages et ils capturaient tout le monde pour les vendre comme esclaves sur la côte. Les Blancs, aux autres, n'allaient pas en Afrique. N'allaient pas en Afrique, pas seulement parce que l'Afrique était faite de déserts, des forêts tellement intenses, d'animaux sauvages, d'accord, de maringouins, des serpents, il y avait toutes sortes d'obstacles. Et pour un obstacle vraiment de santé, les Blancs subissaient en Afrique ce que les Amérindiens subissaient en Amérique. Les Blancs, les Européens, avaient un système immunitaire beaucoup plus fragile que celui-là des Africains. Donc, beaucoup des Européens qui allaient en Afrique restaient victimes des maladies ou du paludisme, c'était une maladie, ou le malaria, d'accord, que jusqu'à nos jours, ce n'est pas facile le climat et l'environnement de l'Afrique pour eux. Au XIXe siècle, par contre, on a enfin les moyens, les transports, les médicaments, d'accord, la volonté aussi d'aller à l'intérieur du continent. Donc, le XIXe siècle est aussi un siècle d'exploration. C'est à cette époque qu'on arrive jusqu'au pôle Nord, au pôle Sud, et c'est au XIXe siècle qu'on clarifie un des plus grands mystères de la géographie. Et c'est les sources du Nil. Par exemple, si vous allez à Rome, à la place Navone, il y a une statue du XVIIe siècle, du Bernin, très célèbre, qui s'appelle les 4 fleuves, où les continents du monde sont représentés par ces 4 fleuves principaux. 4, pas 5, 4, parce qu'on ne connaissait pas encore l'Australie. Et dans cette statue, on reconnaît plus facilement, il y a des grands personnages, des cariatides qui représentent les fleuves. Le fleuve qu'on reconnaît plus facilement est celui-là représenté par un homme qui a la tête voilée. Dans le symbolisme à l'époque, le message était clair pour tout le monde. C'était le Nil, parce que le Nil a le mystère, cache son origine. On ne sait pas d'où vient cette eau, qui pourtant le Nil a fait surgir une grande civilisation déjà dans l'Antiquité, l'Égypte ancien, avec tous ses temples, avec ses pyramides, avec ses sarcophages, avec ses momies, avec toute cette époustouflante art de l'Égyptien, grâce qui doit tout au Nil qui fertilise cette vallée qui produit énormément de nourriture. Mais ni les anciens, ni les gens qui sont venus après savaient d'où venait cette eau. C'est seulement au XIXe siècle qu'on explore l'intérieur de l'Afrique et on découvre
que les sources du Nil se trouvent auprès du lac Victoria. Si vous prenez une carte de l'Afrique, vous voyez que le lac Victoria se trouve entre le Kenya et l'Ouganda. Le fait même que le lac s'appelle Victoria, au milieu de l'Afrique, ça nous fait deviner facilement à quelle époque il a été exploré et nommé par ces colons qui sont rendus jusqu'à là. La justification, avant-dernier mot-clé. Comment les Européens justifiaient cette colonisation? Comment ils motivaient le fait qu'ils prenaient possession d'autres pays qui avaient une culture, une tradition, une langue, des peuples qui étaient différents? Or que la justification officielle des pays européens de cette époque est la civilisation. Les Européens savent d'avoir une civilisation supérieure. D'accord que ils se rendent compte que les pays africains, surtout, n'ont pas la technologie, les lois, les connaissances scientifiques, l'organisation sociale. D'accord, les pays africains n'ont rien de ceci. Alors que les Européens se sentent dans l'obligation d'amener en Afrique et dans les pays colonisés la civilisation. La motivation est légèrement différente par rapport à la colonisation de l'Amérique. Tous les Espagnols et les Portugais avaient une motivation officielle très présente, et c'était le christianisme, la diffusion du christianisme. D'accord? Au XIXe siècle, le christianisme est encore présent. En Afrique, il y a beaucoup de missionnaires. Des missionnaires catholiques qui viennent de France, ou des missionnaires anglicains et protestants qui viennent de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Mais le christianisme maintenant est comme une sorte de composante de la civilisation. D'accord? Donc, au nom de cette civilisation, on se donne le droit de s'emparer des territoires, on se donne aussi le droit de faire la guerre si les gens de ces territoires résistent à l'attaque des Européens. Il faut savoir que le XIXe siècle est un siècle de racisme. D'accord? Que les Européens sont convaincus d'être la race supérieure. Mais attention à ce mot-là, racisme. Le racisme colonial du XIXe siècle est très différent du racisme d'Hitler. Aujourd'hui, quand on dit le mot racisme, on pense toujours au nazisme. D'accord? Le racisme d'Hitler, c'était que la race aryenne était la supérieure, toutes les autres devaient être subordonnées, d'autres races devaient être des esclaves, et d'autres ne devaient pas exister. Aussi absurde que ça puisse paraître aujourd'hui, c'était comme ça. Or que le racisme du XIXe siècle est un racisme que je nommerais, je dirais, bienveillant. D'accord? Parce que c'est comme une sorte de racisme des grands frères sur les petits frères. Okay? On dit nous sommes supérieurs d'un point de vue de la civilisation par rapport aux Noirs qui sont en Afrique. Mais cette supériorité, ce n'est pas pour les détester, pour les humilier. Au contraire, nous sommes supérieurs, donc nous avons le devoir de les aider à se développer, à transmettre tous les caractéristiques de notre civilisation. Et certains pays ont investi énormément dans cette civilisation. Même le plus investi, pour certains pays, c'était plus ce qu'ils ont investi que ce qu'ils ont obtenu par l'organisation. Dernier mot-clé, l'économie. Or que si la civilisation est la justification officielle, évidemment, il y avait aussi d'autres raisons. Et le moteur réel de la colonisation du XIXe siècle est l'économie. Les nations européennes s'industrialisent de plus en plus. Avoir des industries, ça veut dire avoir besoin de ressources, avoir besoin du bois, avoir besoin du charbon, avoir besoin, par exemple, de la canne à sucre, du certain coton. D'accord?
Et ils ont encore plus besoin des marchés. Or, qu'un empire colonial comme celui-là, britannique, nous l'avons vu, ça représentait un approvisionnement en matières premières, mais ça représentait aussi un grand marché. Toutes les chemises, tous les textiles, toute la quincaillerie qu'ils produisaient en Angleterre, ils pouvaient vendre, pas seulement en Angleterre, mais ils pouvaient les vendre au Canada, ils pouvaient les vendre en Australie, ils pouvaient les vendre en Ouganda. Donc ça représentait un grand marché et tout ceci faisait tourner énormément l'économie. Les gens s'enrichissaient. En Europe, s'enrichissaient, mais probablement aussi dans certaines colonies, on avait des conditions plus avantageuses. Ok. À part que ceci, on pourrait dire que une autre raison, c'est aussi le prestige. Ne l'oublions pas, le 19e siècle, jusqu'à la Première, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, est une époque de patriotisme. Chacun sent le devoir de faire quelque chose pour son pays, pour sa patrie, quelque chose de bon, d'utile. Et la patrie, c'est une grande valeur. Alors voilà que les différentes patries en Europe, les différents pays en Europe, font comme une sorte de compétition pour montrer qui a l'empire colonial le plus grand, le plus vaste, le plus puissant, le plus développé, ceux qui sont capables de faire les meilleures choses partout dans le monde. Donc, le colonialisme devient aussi un style de vie. Le colonialisme devient aussi une littérature du 19e siècle. Pourquoi? Parce que ceux qui vont vivre en Afrique, on parle ici surtout de l'Afrique, sont des gens qui aiment l'aventure. La vie en Afrique a beaucoup plus d'émotions que la vie en Europe, parce que ce n'est plus la même routine. L'Afrique, c'est un monde tout à conquérir. Les Européens qui vont en Afrique jouent un rôle important dans ces sociétés africaines, d'accord? Ou parce qu'ils sont dirigeants, ou parce qu'ils administrent une entreprise, ou aussi parce qu'ils sont des missionnaires et donc ils sont très suivis, très écoutés par leurs fidèles africains. Mais ces Européens, ces Blancs, ne peuvent pas rester de longues périodes en Afrique. Ils peuvent rester une dizaine d'années, une quinzaine, 20 ans. Mais ils sont rares ceux qui restent là toute la vie. Pourquoi? Parce que la vie en Afrique est toujours difficile à cause des conditions de santé. D'accord? Donc, quand on commence à vivre un peu, les gens rentrent en Europe. Et quand ils rentrent en Europe, ils parlent, ils écrivent, ils mettent des articles dans des journaux, des livres, où ils décrivent comment c'était la vie d'Afrique. Et souvent, ça devient toute une littérature qui exprime ce que cette littérature-là appelle le mal d'Afrique. Le mal d'Afrique, c'est la nostalgie que les Européens qui ont passé une partie de leur vie en Afrique gardent pour toujours, parce que la vie en Afrique était pleine d'aventures. Bon, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce cours qui est Impérialisme 3 pour les secondaires 2. Et mettez au propre dans votre cahier des notes, mais écrivez les notes des cours. Je les verrai un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, mais je les verrai. Et si vous avez des questions, envoyez-les-moi par email et j'essaierai de répondre. Bien, à la prochaine.